La révolution des énergies nouvelles est d'abord une révolution de l'énergie solaire, l'amélioration continue de films ultra fins, ultra flexibles. Le futur marché chinois de l'énergie devrait participer à hauteur de 10 trillions de yuan à cette révolution. C'est presque 5 fois la valeur du marché chinois de l'automobile. De l'électricité meilleur marché et plus efficace serait aussi très positif pour les voitures électriques. D'après les experts, la révolution du gaz de schiste a eu un impact majeur sur le marché international de l'énergie, mais cela ne change pas le fait que les énergies fossiles sont limitées. Le gaz naturel ne représente qu'une transition entre énergie fossile et énergie nouvelle. En matière d'évolution de l'énergie mondiale, les grandes tendances sont le développement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et des nouvelles énergies qui vont remplacer les anciennes énergies fossiles. Il faut espérer que la Chine va jouer un rôle majeur dans la conception et la production de ces énergies nouvelles qui sont appelées à dominer dans le futur. Bonjour, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler du développement de l'énergie verte en Chine. Et nous recevons sur notre plateau M. Ding Yifan, directeur du Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine. Et M. Axel de Marten, directeur international de la Fondation Prospective et Innovation. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci de votre accueil. D'abord, avant de discuter le développement de l'énergie verte en Chine, je pense qu'il est important de donner un peu d'éclairage à nos téléspectateurs, de dire, quand on parle d'énergie verte, de quoi s'agit-il exactement, M. D? En fait, oui, en Chine, la notion de l'énergie verte est peu différente de celle de l'Europe, par exemple. En Chine, le nucléaire, par exemple, fait partie de l'énergie verte, alors qu'en Europe... un débat passionné en Europe sur le nucléaire. Sur le nucléaire. Donc, en Chine, on parle parfois de l'énergie propre, de l'énergie verte, de l'énergie, etc. Donc il y a une confusion de notions sur l'énergie nouvelle, en fait. Donc il y a de l'énergie renouvelable, il y a de l'énergie... parce que le nucléaire n'est pas renouvelable, au sens propre du terme. Mais il fait partie de l'énergie propre. Donc quand on parle d'énergie verte, quelquefois on mélange la notion de l'énergie propre et de la notion de l'énergie renouvelable. Donc en fait, l'énergie propre, ça comprend l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire et biomasse. Et donc, en Chine, c'est plutôt une notion qui dit les énergies qui ne sont pas polluantes. D'une certaine manière, parce que l'électricité est générée par toutes sortes de moyens. Donc, dans les utilisations de ces énergies plus ou moins vertes, claires, etc., propres, etc., et on n'est pas très sûr que la production de l'électricité est complètement, je dirais, écologique. Donc il y a aussi un débat en Chine sur cela. C'est pas très clair. Oui. Alors il y a maintenant, quand on voit le développement de l'énergie verte dans notre vie quotidienne, alors on pense beaucoup à des véhicules, à des voitures d'énergie propre. Monsieur Marten, vous êtes venu cette fois pour participer à un forum sur les voitures de l'énergie propre. Alors quels sont le développement de ce secteur actuel en Chine? Alors, moi je viens préparer un forum que nous préparons pour la fin de l'année à Shenzhen sur les New Energy Vehicles. Je crois qu'en Chine, le développement des véhicules propres, des véhicules à énergie nouvelle, je dirais, il est un petit peu à l'image de ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est encore un marché qui reste émergent, qui est en plein développement, mais aujourd'hui on est vraiment au tout début de ce mouvement, de cette mobilité propre. On est en Europe, c'est moins d'1% du parc automobile qui est à énergie verte. En Chine, c'est à peu près autour de ça, mais ça reste encore vraiment faible. Mais toutes les
Aujourd'hui, les prédictions montrent que c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans les 15-20 ans à venir, mais qui pose aujourd'hui énormément de questions. Je crois que ce soit en Chine comme en Europe, hein, là c'est vraiment un aspect qui est mondial. Quel genre de questions? Des questions alors qui sont à la fois technologiques sur le type d'énergie. Aujourd'hui, il y a des véhicules hybrides, il y a des véhicules électriques, il y a le véhicule hydrogène aussi qui est en train d'arriver. Ça pose des questions aussi en termes d'infrastructure. Les bornes de rechargement, évidemment, sont un aspect essentiel du développement de ce marché. Vraiment, je parle de l'Europe, de la Chine ou du monde entier. Ça pose des questions réglementaires également. Et ça pose aussi un certain nombre de questions par rapport à la mobilité, notamment dans les zones urbaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en Europe comme en Chine, je crois, le développement de ce segment? C'est évidemment les questions de pollution atmosphérique, notamment dans les zones urbaines, mais cette pollution atmosphérique vient souvent aussi en zone urbaine avec la congestion des centres-villes. Et tout ça s'accompagne d'un mouvement aussi pour de nouvelles formes de mobilité. Alors évidemment, c'est les transports publics, c'est l'autopartage, c'est le covoiturage. Je dirais que tous ces événements convergent un petit peu pour repenser la mobilité et l'automobile. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de direction extrêmement tranchée. Comment va se développer l'autopartage, comment va se développer le covoiturage, quelles sont les nouvelles formes de mobilité, de transport public, tramway, métro, bus, quelle sera la place des mobilités douces aussi, comment on retrouve le vélo, la marche à pied dans les centres-villes. Tout ça pose énormément de questions. Depuis les années 2000, on sait que la Chine a pris des mesures pour faire ce qu'on appelle, on peut appeler une révolution de l'énergie verte. À part des voitures écologiques, quelles sont les initiatives les plus importantes aujourd'hui qui sont en train de s'opérer en Chine dans ce domaine? Le gouvernement chinois successivement a pris l'engagement d'élargir de plus en plus la proportion de l'énergie verte dans la totalité de l'énergie. Ce qu'on appelle l'énergie verte, c'est surtout la manière dont on produit l'électricité en Chine. C'est l'éolien, nucléaire, solaire, etc. En Chine, il faut relier que nous avons construit le plus grand centrale solaire et le plus grand terrain d'essai de l'énergie éolienne. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et le gouvernement chinois essaie de subventionner toutes sortes d'essais de nouvelles énergies. Donc, on essaie de construire des stations pour essayer d'utiliser l'énergie de l'océan, donc des vagues, des flux d'océans profonds en plus. Donc toutes sortes de choses. Et nous avons aussi essayé beaucoup de technologies liées plus ou moins à l'utilisation de l'énergie hydrogène. Et ça aussi, parce que ça représente beaucoup de potentiel pour l'avenir. Et comme c'est une énergie complètement écologique, qui n'a pas du tout d'émissions, etc., qui représente un certain nombre d'avantages par rapport aux autres énergies. Peut-être un petit peu d'éclairage sur cette énergie hydraulique. Hydrogène. Hydrogène. L'énergie hydrogène est quelque chose de très particulier parce que la technologie est complètement nouvelle comparée aux autres énergies. Parce que quand on parle de l'énergie éolienne, solaire, etc., ça génère de l'électricité. Et avec de l'électricité, on travaille sur l'ancienne technologie, en fait. Oui, c'est l'ancienne technologie, que ce soit la voiture, que ce soit les locomotives, que ce soit, etc. Mais c'est le principe de valve qui fait travailler physiquement, avancer les choses. Tandis que l'hydrogène, c'est une énergie qui est basée sur une technologie complètement nouvelle.
qui n'est pas basé sur la technologie de Valve. Donc qui rend la motion des choses, qui fait travailler les roues donc pour être installé sur un véhicule, etc. Mais le principe est complètement différent. Qu'il n'y a pas de combustion. On n'a pas cette étape de combustion. Parce que dans toutes les manières classiques d'utilisation de l'énergie, il y a cette période de combustion. Tandis que dans l'utilisation de l'énergie hydrogène, et on a passé cette période de combustion, donc c'est devenu plus stable. Plus stable, propre et ressources infinies aussi. Ça élève l'efficacité de l'énergie. À la fin, le processus d'avoir hydrogène, c'est aussi non polluant. Non, parce que l'hydrogène peut être produit de toutes sortes de manières. L'hydrogène en Chine est un sous-produit de la production industrielle. Dans la fabrication de raffineries pétrolières, etc., ça génère de l'hydrogène. Il suffit de les capter, de les récupérer et puis de les conserver avant de les utiliser. À part ça, donc à part le sous-produit de la production industrielle, et il peut être converti par d'autres sources d'énergie ou par d'autres manières. Par exemple, le pétrole ou le gaz naturel serait susceptible d'être converti en hydrogène parce que l'énergie traditionnelle est composée de carbone et d'hydrogène. Donc, oui. carbone et hydrogène, jusqu'à maintenant, on n'utilise que la partie de carbone. Et la partie hydrogène est complètement gaspillée, est partie dans l'air. Tandis que dans la nouvelle technologie, on va utiliser la partie hydrogène qui est, paraît-il, plus essentielle, même dans les énergies classiques. Donc le coût sera faible aussi? On essaie, non, tout dépend de l'échelle du travail. Et on sait très bien que quand on fait beaucoup, et on réduit le coût de travail. Oui, la matière, évidemment, sera quasiment gratuite. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de questions de coût autour du développement des équipements qui vont pouvoir produire et stocker, évidemment, cette énergie. Donc, aujourd'hui, le coût reste élevé, la technologie n'est pas encore très fiable pour être déployée à grande échelle. Mais effectivement, la matière restera, je dirais, quasiment infinie, donc un coût très faible. Il a une très bonne prospective à ce... Oui, à court terme, bien sûr, ça revient encore très cher parce qu'on n'est pas capable de produire à grande échelle. Et donc, on n'est pas capable de répartir les coûts de recherche, de développement et de production sur un petit nombre de consommateurs. D'autant plus qu'il manque une infrastructure importante pour que tout le monde puisse bénéficier de ce genre de nouvelles technologies. Parce qu'il faut construire de nouvelles stations pompistes, par exemple, pour pouvoir fournir ça. Et de stocker, voilà. Mais parlant de nombre de consommateurs, je voudrais savoir quelle est votre estime sur la conscience publique aujourd'hui sur l'énergie verte? Par exemple, en France ou en Chine, quel est votre constat de nombre de consommateurs et la volonté vraiment de consommer, par exemple, des voitures à de l'électrique? Je crois que la voiture est un très bon exemple justement de cette conscience des consommateurs et de la volonté de consommer, je dirais, plus vert ou plus environmentally friendly. Comme je disais, le marché du véhicule électrique reste vraiment très faible. Malgré tout, quand vous faites des sondages d'opinion un petit peu partout, je dirais tout le monde a envie de s'engager pour des choses plus écologiques, plus environnementales. Maintenant, l'acte d'achat, quand on va vouloir acheter ou se poser la question d'acheter un véhicule, il y a d'autres aspects qui vont entrer en ligne de compte. Il y a évidemment le coût du véhicule, l'autonomie du véhicule, la possibilité de recharger régulièrement le véhicule, que ce soit chez soi
ou sur un long trajet. Et tout ça, aujourd'hui, n'est pas encore suffisamment, je dirais, stabilisé, fiabilisé, ou en tout cas dans l'esprit du consommateur, pour vraiment concrétiser l'acte d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché, en tout cas je parle essentiellement pour la France et pour l'Europe, le marché du véhicule électrique est beaucoup tiré par, je dirais, les flottes d'entreprises qui peuvent se permettre d'investir dans une infrastructure de recharge sur le lieu de l'entreprise, ou que ce soit les services publics de type de la poste, services postaux, etc. Ou alors l'autopartage qui se développe beaucoup et qui a un vrai rôle pour tirer la production, la consommation et l'acceptabilité de ce type de véhicule en Europe. Donc dans ces villes qui mettent en place, je dirais, des flottes en libre service, où n'importe qui avec une carte d'abonnement peut retirer une voiture, la reposer un peu plus loin. Et donc, vous avez des villes pilotes qui ont fait des essais. Qui ont fait des essais. Voilà, des... et aujourd'hui, en tout cas dans des grandes villes, à Paris, à Londres, à Berlin, en Europe, et j'en ai même vu à Pékin encore hier, ces infrastructures se développent et je crois rencontrent un vrai succès. Et là, je reviens aussi du coup à cette question de nouvelle mobilité. Aujourd'hui en Europe, la question se pose pour les personnes habitant en zone urbaine, grandes zones urbaines, est-ce qu'il faut que je possède moi-même ma voiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma voiture tout le temps pour moi? Parce que garer une voiture coûte de l'argent, faire des petits trajets maintenant en zone urbaine prend beaucoup de temps. Et d'énergie, et de fatigue. Oui. Alors qu'avec des solutions intéressantes de transport public, d'autopartage ou de covoiturage, où je vais rejoindre d'autres personnes qui font des trajets, finalement ça me reviendra moins cher à la fin de l'année. Je n'aurai pas à entretenir cette voiture, payer les assurances, l'essence, etc. Et j'ai toutes les solutions de mobilité pour me rendre de chez moi à mon travail ou sortir le soir, enfin tous les trajets dont j'ai besoin finalement. Et donc, quelle est la situation en Chine? J'ai constaté moi-même que maintenant en Chine, le plus facile c'est de faire la promotion autour des bus. Parce que le transport public, le gouvernement va faire la promotion des bus électriques et tout. Et j'ai même vu des petites voitures qui font le nettoyage de la route, qui sont aujourd'hui devenues électriques. C'est vraiment dans notre vie quotidienne. Mais au niveau de conscience de consommateur, où en est-on aujourd'hui en Chine? Il s'est passé quelque chose de très important dans les 2 derniers jours. D'abord, on a libéralisé le covoiturage. Il était interdit légalement, parce que, évidemment, parce que ça provoque un conflit avec des chauffeurs de taxi, etc. C'était pas très facile pour la municipalité d'adopter ça. Mais finalement, maintenant, au niveau national, il a été adopté que le covoiturage, à travers l'Internet, est devenu une pratique légale. Et donc, on peut raisonnablement espérer que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de pratiques dans ce domaine-là qui pourraient rendre donc la voiture privée plus efficace. Oui. On espère. Et puis, d'un autre côté, les villes, toutes les grandes villes de Chine font un grand effort pour essayer de construire plus d'infrastructures pour le transport en commun, en particulier le métro. Oui. En Pékin, par exemple, la municipalité a fait construire un réseau de métro très large, qui est devenu le numéro 1 du monde. Et de cela en espace de 8 ans. En espace de 8 ans, la municipalité de Pékin a réussi à élargir son réseau de métro de 150 km à plus de 500 km. Et n'en parlons pas de ça parce qu'en France, on a mis ça plus d'un siècle. Un siècle. Oui, pour votre réseau de métro à Paris. Alors qu'à Pékin, on a mis 8 ans pour construire le réseau le plus grand du monde, qui a aujourd'hui plus de 500 km de rails. Je crois que les villes, vraiment, ont un rôle très important pour le développement
des New Energy Vehicles, parce que les villes, évidemment, elles sont en charge des transports publics, donc elles peuvent apporter une réflexion, voire des financements pour le développement, évidemment, de lignes de bus électriques ou de toute la flotte de l'entretien de la ville, les espaces verts, les routes, etc. Elles achètent massivement. Donc avec ce pouvoir d'achat lié au marché public, elles peuvent vraiment exiger que ce soit des véhicules électriques qui viennent faire tout ce type de fonction. Et du coup, derrière, les constructeurs qui vont proposer des véhicules vont devoir s'adapter, mais en même temps avec, je dirais, la masse de véhicules. Une ville comme Pékin, quand elle commande des véhicules ou des bus, évidemment, tout de suite, c'est des montants très significatifs. Derrière, va pouvoir vraiment amortir ces coûts de recherche, de développement, de production. Et nous aussi, on le voit souvent en Europe, mais c'est aussi le cas en Chine. Il y a aussi un dialogue qui s'installe entre la municipalité et les constructeurs pour co-développer ensemble des solutions très innovantes. Et derrière, avec, je dirais, la masse, ça va effectivement tirer les coûts, les produits, les modèles, et derrière pouvoir proposer des prix qui vont devenir un peu plus abordables ensuite pour des véhicules particuliers ou pour le grand public. Mais je sais que ça revient aussi à ce qu'on appelle le développement urbain durable. Le forum que vous venez de participer aborde aussi cet domaine. Donc, quelles sont les opportunités de coopération maintenant entre l'Europe et la Chine? Je vois il y a beaucoup de signatures de partenariats entre les villes européennes et les villes chinoises. Les villes chinoises. Et je crois qu'il faut continuer vraiment ce travail de mise en partenariat entre les villes européennes et les villes chinoises. De l'expérience que je retire de mes contacts auprès de partenaires chinois ou de villes chinoises, les villes chinoises sont assez intéressées pour comprendre beaucoup plus dans le détail, je dirais, la manière dont les villes européennes intègrent beaucoup plus l'expertise des entreprises de services ou de produits urbains, que ce soit du transport public, que ce soit de la propreté, de l'environnement, de la construction de bâtiments, pour construire ensemble des solutions innovantes adaptées aux enjeux locaux. En Europe, évidemment, vous n'aurez pas deux villes qui rencontreront forcément les mêmes problématiques. Il y en a, ça sera plus sur la gestion de l'eau, l'autre sur les déchets, la mobilité, la construction, la gestion de l'énergie, etc. Et donc ces partenaires européens sont capables maintenant, depuis plusieurs années, de travailler ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, la Chine et de nombreuses villes chinoises qui sont en train vraiment de s'engager très concrètement sur ces questions urbaines durables, seraient intéressés de comprendre ce qui se passe en Europe de ce côté-là. À l'inverse, les Européens, je dirais, ils ont besoin aussi de comprendre la formidable énergie d'innovation qui est en train de se développer en Chine et dans tout le pays. J'étais à Shenzhen récemment, qui est une ville où on a des entreprises de nouvelles technologies, de transport, Shanghai, à Hangzhou, il y en a énormément. Et il y a énormément de très très bonnes initiatives qui émergent à droite et à gauche. Et aujourd'hui, l'Europe regarde beaucoup plus maintenant la Chine comme, je dirais, une terre d'innovation, qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui en Europe. Parce que, à cause d'un certain nombre de réglementations, de marchés peut-être un peu plus étroits, marchés nationaux encore. Et en Chine, il y a encore beaucoup de choses à construire et les gens construisent. Et les Européens ont besoin aussi de s'inspirer de ça. Et j'ai rencontré beaucoup d'entreprises européennes qui me disent, pendant quelques années, la Chine était encore un grand marché pour l'automobile, ce qui reste vrai.
mais ça reste aussi, ça devient maintenant un pays où on peut créer, on peut innover beaucoup plus facilement, les choses vont plus vite qu'en Europe. J'ai même entendu, on a un reporter qui est à Shenzhen aussi, il a des étudiants en Suisse qui font des innovations et qui cherchent des entreprises chinoises maintenant pour avec des développer, entreprises chinoises. Voilà, les innovations, c'est vraiment des startups ou des grandes entreprises chinoises qui vraiment mettent des ressources et des moyens très importants là-dessus. Et je sais que aussi l'énergie verte est un sujet très important pour cette année, le G20 qui vont avoir lieu à Hangzhou. Et comment cette révolution va-t-elle changer l'économie mondiale? Parce que, en fait, le développement de l'énergie verte est en relation avec le COP21, c'est-à-dire avec les engagements que les gouvernements ont pris vis-à-vis de la réduction de l'émission de gaz carbonique, vis-à-vis de réchauffement planétaire, etc. Donc, je pense plus ou moins les gouvernements vont dépenser un peu de l'argent public pour essayer de favoriser le développement des technologies liées ou au développement des énergies propres ou au développement de l'utilisation des énergies plus durables. Et de ce point de vue, je pense que bien sûr, le G20 ne sert que de prendre des engagements. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de critères d'après lesquels on pourrait évaluer les efforts réalisés par les différents gouvernements respectifs. Donc, mais cette année, on va essayer de promouvoir des critères qui pourraient et dans l'avenir évaluer les résultats de ces engagements. La question finalement, elle est aussi par rapport aux énergies fossiles et au pétrole. La question qui se pose dans le monde entier, c'est pas est-ce qu'on atteindra un jour le pic de pétrole disponible pour répondre à nos besoins, c'est quand finalement. Et dès aujourd'hui, aller chercher des nouveaux gisements de pétrole et mettre en production des nouveaux champs de pétrole notamment, c'est aussi un peu valable pour le gaz et le charbon, devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Donc l'énergie fossile notamment va devenir de plus en plus chère. C'est inéluctable parce que c'est une ressource finie. Et on commence à arriver à, je dirais, un peu au palier. Donc le développement des énergies vertes et énergies renouvelables, solaire, l'éolien, photovoltaïque, ça va devenir aussi, d'un point de vue économique, je dirais, un avantage comparatif. Un pays ou des pays qui seront le plus en avance le plus vite, pourront ensuite, par la suite, plus facilement exporter ces technologies au reste et partager les coûts. Donc, dans notre vie quotidienne, je dirais que ça va essentiellement se voir sur la facture. Sur la facture, évidemment, énergétique de nos véhicules, de nos maisons, appartements, etc. Et il y a évidemment aussi tous les coûts de santé liés aux diverses pollutions qui sont sont très mal intégrés aujourd'hui dans le système de comptabilité des PIB, mais qui pèsent réellement sur les coûts sociaux d'un pays, même plus largement au niveau mondial. Quels sont, selon vous, les plus grands défis qui sont devant nous en Chine pour le développement de l'énergie verte? Le grand obstacle du développement, au développement de ces énergies renouvelables, etc., c'est le financement. Le financement est un problème. Le financement en est effectivement un très important. Le deuxième aspect, comme je l'expliquais rapidement, c'est aussi la gouvernance. Et le dernier aspect aussi, c'est l'innovation, évidemment. C'est le financement de l'innovation, le déploiement de l'innovation, la standardisation aussi, à un moment donné, de solutions. Alors, merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission pour discuter de votre accueil. Ce sujet vraiment de notre futur. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.